On va revenir quelques jours en arrière parce que c'est encore une fois important de mettre ces derniers événements sur une chronologie pour vraiment comprendre, en tout cas tenter de comprendre, tenter de décrypter ce qui est en train de se passer, tenter de donner du sens à cette espèce de bruit, mais aussi ce chaos, cette espèce de sentiment que Donald Trump change d'avis toutes les 10 minutes. Vous allez voir, ce n'est pas qu'un sentiment. Soyons clairs, ce n'est pas qu'un sentiment. Il y a différentes raisons. On reviendra évidemment sur des raisons financières. C'est désormais une évidence, hein, ça fait longtemps qu'on vous en parle ici. Évidemment, au niveau des instituts, des compagnies de paris en ligne, genre Polymarket et Kalshi, mais au niveau de la bourse, qu'il se passe des manœuvres pas vraiment honnêtes, voire pas honnêtes du tout, au niveau des annonces de Donald Trump qui de manière particulière, sont à chaque fois précédés de ventes ou d'achats de titres pour des centaines de millions de dollars. Au total, avant même les opérations de la fin de la semaine, du côté du Guardian, on a publié une enquête samedi en expliquant qu'ils avaient identifié, rien que sur le marché du pétrole, du prix du pétrole, plus de 1 milliard de dollars de transactions suspectes. Ça, c'était avant l'annonce de Donald Trump de vendredi il y avait un deal et que la guerre était terminée, qui a fait un effondrement majeur du prix du baril, avec encore une fois une anticipation du marché de cette annonce de Donald Trump 20 et quelques minutes avant. Donc évidemment, c'est une branche d'explication. En général, même si on se dit, voilà, c'est peut-être Donald Trump, c'est peut-être aussi du côté iranien, c'est peut-être les deux, hein, dans tous les cas, au-delà de ces résultats financiers concrets, on s'est bien rendu compte que le rythme de la parole de Donald Trump et les nouvelles données par Donald Trump sont liées à les marchés sont ouverts ou vont fermer et il faut qu'ils ferment sur de bons résultats. Je fais des déclarations allant dans le sens de la paix, de la fin du conflit, etc. Et les week-ends, et c'est systématique depuis maintenant 50 jours, les week-ends où les marchés boursiers sont fermés, on repasse à un discours complètement guerrier, hein. Il faut quand même voir que vendredi, donc Donald Trump a tout ce discours qui fait que Drudge fait ce genre de une, mais on va voir, ce ne sont pas les seuls, hein. Regardez cette une en disant, donc voilà, le drapeau blanc, le détroit de Hormuz est ouvert, etc. Le prix de l'essence plonge, c'est le Friday Relief, hein, donc c'est le soulagement du vendredi. On va voir que au niveau, toujours vendredi, on avait cette une de ce journal régional, je crois que c'est tout en bas Thomas, vendredi, voilà, qui nous expliquait l'Iran à The Western Journal, l'Iran a Accepter tous les accepté termes. tout. Regardez le sous-titre du journal Western Journal, hein, Equipping Readers with the Truth, Bien vu, hein. bien vu. On équipe les. C'est pour ça qu'elle est là. Nos lecteurs avec la vérité. Donc ça, c'est vendredi. Résultat, samedi matin, le New York Post, qui est évidemment un journal, un quotidien tabloïd pro-Trump, qui appartient au même groupe, au même milliardaire qui est le propriétaire de Fox News, hein, n'oublions pas ça, Rupert Murdoch, le New York Post. Regardez la une de samedi, Setting Them Wow. Straight. Il les a mis droit, hein, jeu de mots sur straight. Rend. L'Iran rend Hormuz, surrenders, c'est une capitulation. Et Trump nous dit que le peace deal, un accord sur la paix est proche. Scandaleuse cette une. Ouais, ça c'est la Ça, c'est une fou. de samedi matin Ouais. du New York Post. Donc c'est la une que le public américain va découvrir quand on n'est pas, sur les réseaux sociaux. Et en même temps, donc Trump nous dit que ça c'est vendredi, les marchés sont encore ouverts. Déclaration juste avant la fermeture des marchés pour finir la semaine sur des indices positifs qui vont être spinés toute la journée et tout le week-end
sur Fox News en nous expliquant, et entre autres le dimanche, donc aujourd'hui, lorsque l'état-major Donald Trump passe dans les émissions politiques, c'est dire non mais regardez, la bourse va bien. Oui, parce qu'elle a terminé sur quelque chose de positif par ses déclarations. Mais dès le lendemain, le samedi et le dimanche, lorsque la bourse est fermée, donc où les déclarations de Trump n'auront pas un impact direct, oui, sur les futures, mais c'est limité en termes de perception, des nouvelles menaces. Hein, regardez le genre de titre qu'on va voir. On est toujours dans les nouvelles menaces cette fois-ci. Regardez le genre de titre. Donc, on est 24 heures après. L'Iran a accepté le contraste. Il va nous montrer les deux unes. L'Iran a accepté tout tout. They agreed on everything. Tout. Il n'y a pas de problème. Sauf que Donald Trump qui explique que la totalité du pays va être détruite par explosion. On va tout faire péter. Mais il faut tout faire péter. Et ça, c'est encore une fois, c'est dans 24 heures de passer d'un extrême à l'autre. Et à chaque fois, lorsqu'on regarde les petites pièces, lorsqu'on enquête, les pièces du puzzle sont mises en place. Les déclarations de vendredi de Donald Trump, elles sont posées, les premiers jalons ont été posés dès jeudi. Jeudi, il a enregistré une interview avec sa journaliste préférée de Fox News, tellement préférée qu'à un moment, il considérait même qu'elle aurait pu devenir sa VP avant qu'on lui impose J.D. Vance, qui est donc Maria Bartiromo. Et vous allez voir sur son compte, jeudi soir, lorsqu'elle enregistre l'interview de Trump, où il va annoncer tout ça, regardez comment on prépare le terrain. Vas-y Thomas. You know, maybe President Trump is... I just left the president. It was a great interview. He said a lot about the economy, about the Iran war, about NATO. One thing that I'll leave you with, I said to him, Mr. President, you keep talking about the war like was. I said, is it over? He said, it's over. Voilà, donc elle explique qu'on a parlé plein de choses et qu'elle s'est rendue compte qu'à chaque fois qu'il parlait de la guerre, de la guerre en Iran, il utilisait le passé, hein, c'était, et elle lui fait remarquer, est-ce que ça veut dire que la guerre est terminée? Et la réponse de Donald Trump, elle dit, yes, the war is over. C'est terminé, les gars, c'est terminé. Hein, on est 72 heures après et on vient d'intercepter et de prendre le contrôle d'un navire iranien. Mais ça, c'est terminé. Ça. Hein. Jeudi. Ça, c'est jeudi soir. Waouh. Jeudi, the war is over. Vendredi, l'Iran a capitulé, c'est bon, j'ai tout. Samedi, je vais tout faire péter. Dimanche, on prend leur vaisseau parce qu'ils essayent de passer nos barrages. Ouais, parce que évidemment, on va voir la une de Drudge, parce que là aussi, il y avait un contraste, il y avait une espèce d'avant-après qui est glaçant. Qui était la une de Drudge du samedi. Donc, on a vu celle du vendredi, Iran Strait is open. Straight open. Le samedi, non, Strait closed. Et donc, qu'ils ont tiré sur certains navires, que c'est une humiliation pour Donald Trump. Du coup, je ne résiste pas à vous montrer ce GIF formidable. Oui, je sais, c'est une émission extrêmement sérieuse. Bugs Bunny, Cody, tu connais Bugs Bunny? Bah oui. Bah vas-y Thomas, montre-le nous, tu peux nous le mettre derrière pendant qu'on est en train de parler, parce que c'est le merveilleux résumé, hein, tu peux nous le mettre en loop, parce que c'est ça, et vous allez pouvoir l'utiliser à peu près toute la semaine. Donc voilà. Bah, depuis 50 jours, c'est ça. Hein. Alors c'est Trump pendant la journée. Ouais. Oh, hop. Oui, et plusieurs fois par jour. Donc la question, c'est de se dire qui est Donald Trump et qui représente les autorités iraniennes. Mais bon, dans tous les cas, voilà, on en est exactement là. Alors évidemment, hein, si on revient sur les propos de Donald Trump qui, dans son premier tweet pour annoncer que c'était terminé vendredi, qui a déclenché, qui a confirmé ce qui était en train de se passer déjà sur les marchés, c'est là où il s'était trompé en nous expliquant que donc celui-là, déjà, quand on vous l'a montré vendredi, je vous avais dit
gardez-le celui-là, hein, archivez-le, parce que le truc, ils ne vont plus jamais fermer le détroit de Hormuz. C'était environ 2 heures avant que les Iraniens annoncent que le détroit de Hormuz était fermé. Parce que dans cette escalade et dans cette humiliation américaine, j'en ai beaucoup parlé dans notre rendez-vous en direct de mon bureau sur maintenantmedia.com samedi, le fait que désormais, les Iraniens n'hésitent plus, au-delà évidemment de tous ces mèmes que l'on a vus, ces montages de l'utilisation des Legos en intelligence artificielle, n'hésitent plus à traiter publiquement Donald Trump de menteur. On l'a vu dès vendredi après-midi, quelques heures après ce message de Donald Trump, où vous aviez le speaker du Parlement iranien qui disait que voilà, Donald Trump a fait 6 déclarations dans la dernière heure et que ces 6 déclarations sont des mensonges. Le terme mensonge a été utilisé. Et donc, c'est pour ça que vous avez ce contraste où on nous explique que c'est ouvert et non, c'est fermé. Et cette absence complète de confiance, en tout cas là-dedans. Et on arrive à cette situation où vous avez tu peux le remontrer. Ça, c'était le premier message de Donald Trump. Regardez, on est vendredi 17, nous sommes le dimanche 19, en nous expliquant que d'ailleurs, il est tellement excité par tout ça. Mais on va voir les circonstances de ces messages-là, que le détroit de l'Iran, c'est plus le détroit de Hormuz, le détroit de l'Hormuz est ouvert. Et avant justement de vous montrer, de rentrer dans ce chaos et en se demandant ce qui va en passer, je vais vous montrer juste un exemple de ce chaos complet, de cette panique à la Maison-Blanche. C'est aujourd'hui que ça se passe, cette panique à la Maison-Blanche, et elle est autour, encore une fois, d'une annonce de Donald Trump qui explique que il va y avoir des nouvelles négociations entre les États-Unis et l'Iran au Pakistan, à Islamabad. On se rappelle que la dernière fois, ça avait duré entre 16 et 20 heures, et puis c'était terminé. On vous avait montré les panneaux qui étaient enlevés immédiatement au moment du départ de J.D. Vance. Et donc, on va commencer par ça. Je pense j'ai essayé d'établir cette chronologie. L'annonce par Barack Ravid de Axios, qui est extrêmement bien connecté avec la Maison-Blanche, en nous expliquant que Trump va envoyer Vance, Witkoff et Kushner de retour au Pakistan, parce que à un moment, ce week-end, vendredi, excusez-moi, et je vous en avais parlé dans notre émission en direct de Phoenix, on disait uniquement du côté américain, soyons clairs, uniquement du côté américain, on disait non mais c'est tellement bon, c'est tellement fait, il n'y a aucun problème, c'est pas impossible que pendant ce week-end, il y ait un sommet d'urgence à Islamabad, Pakistan, où l'accord soit signé, et Trump, dans ses multiples interviews téléphoniques, qui est une stratégie, encore une fois, d'occuper le terrain. Vous allez voir comment cette stratégie, même au niveau de la Maison-Blanche, on est complètement en panique face à ça, qu'on a déjà demandé plusieurs fois à Donald Trump d'arrêter de faire ça, et il continue à le faire. Et donc, Trump avait même évoqué l'idée de se dire « Ouais, peut-être c'est moi, je vais y aller aussi ». Peut-être je vais aller signer. Là, on en est aujourd'hui, on vous a montré ça en breaking news, sur le fait que la US Navy a tiré sur un bateau, un supertanker pétrolier iranien, et là, désormais, pris son contrôle. Vous voyez cette espèce d'escalade vraiment complètement folle. Et donc, ça commence l'information aujourd'hui, dimanche 19 avril, par l'idée que J.D. Vance va repartir. Et là, on se rend compte que c'est le cafouillage complet, parce que ça, c'est Trump qui dit à Axios, mais du côté de la Maison-Blanche, on n'a pas validé les informations. Donc, pendant 1 heure, vous allez avoir des informations contraires où on vous dit, je vais vous montrer tous ces différents tweets de journalistes qui essayent de vérifier l'information. Alors, on va leur dire oui, on va leur dire non. Vous allez voir, c'est peut-être pas forcément dans l'ordre, mais c'est pas très grave. Donc, regardez, là, on nous dit que
La Maison Blanche annonce à CNN que Vance va partir, même si le président a dit, parce que entre-temps Donald Trump a eu 2 coups de téléphone. Dans un coup de téléphone, il a dit que Vance allait partir. Dans un autre, il a dit qu'il n'y allait pas. Et du coup, après, la Maison Blanche se réajuste et dit oui, non, il y va. Il y va. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Donc tout ça, c'est dans un délai de 2 heures ce matin. Là-dessus, on a l'ambassadeur des États-Unis qui dit à Jonathan Karl en direct à la télévision que Vance va y aller. Mais là, regardez, Donald Trump au téléphone explique que Vance ne va pas y aller. Parce qu'en plus, c'est quoi cette réponse? C'est-à-dire pour des raisons de sécurité. Donc, j'envoie Witkoff et Kushner. Witkoff et Kushner, ils peuvent aller se mettre en danger. Mais Vance, exactement. Bon, tu peux nous rappeler ça, Cody, parce que c'est extraordinaire. J.D. Vance, il a fait ce discours, on vous a montré en Arizona. Non, c'était pas en Arizona celui-là, c'était en Géorgie. C'était à Atlanta. Arizona, c'était Trump. Désolé, en Géorgie, c'est pas grave. Où il y avait littéralement personne. Je crois qu'il y avait sûrement plus d'employés que de gens qui sont venus pour l'écouter. En même temps, on ne les blâme pas. Et Erica Kirk, donc la veuve de Charlie Kirk, qui était le fondateur de Turning Point USA, cette association vraiment MAGA et vraiment importante aux États-Unis, était censée faire un discours avec lui. Elle a annulé à la dernière minute en disant non, il y a des menaces de mort, sur ma vie, et donc je ne vais pas venir pour des raisons de sécurité. Mais le vice-président, qui est quand même le deuxième au pouvoir des États-Unis, c'est pas grave, il peut se débrouiller comme un grand. Ouais, cette fois-ci, c'est le contraire. On a d'ailleurs le moment où, je pense, Karl apprend, est en train de se corriger. Regardez ce cafouillage. On parle de la communication de la Maison-Blanche dans une période de guerre. Gardez ça en tête. Vas-y, Thomas. I just left the president. An important clarification. I just got off the phone with President Trump. Yet again, he told me that Vice President Vance will not be leading the U.S. delegation to Islamabad. He said it's because of security. The Secret Service did not feel comfortable having the Vice President go to Pakistan on 24 hours' notice. He's added, JD is great. Now to our... C'est aussi le problème quand on a l'impression qu'en ce moment, tout le monde a le numéro de Trump. Trump est prêt à parler à n'importe quel journaliste qu'il appelle et en permanence en train de faire des interviews téléphoniques sans plan. Ouais, non, c'est exactement ça. Et donc, c'est vraiment, Nathalie, tu as 100% raison. C'est un cirque. C'est un cirque, mais sauf que c'est pas drôle dans la réalité. Parce que vous allez le voir, tout ça a des conséquences extrêmement importante sur les marchés déjà, et l'importance de Hormuz, je pense qu'on ne l'a saisi pas bien. Il y a eu ce formidable article, on va beaucoup citer The Atlantic aujourd'hui, cet article de The Atlantic sur l'importance, ce petit résumé pour que vous compreniez bien, avec un parallèle que j'ai trouvé extrêmement puissant, en disant que les carburants pétroliers, que ça soit du gaz ou du pétrole, sont à la civilisation industrielle moderne, à nos civilisations, ce qui est l'air aux poumons. 80% de l'économie globale aujourd'hui utilise d'une manière ou d'une autre du gaz naturel, du pétrole ou du charbon. 80%. Et donc, lorsque évidemment, il se passe ce qui est en train de se passer, parce que l'essentiel de ces 80% passe évidemment, est originaire du Golfe Persique. Tous ces pays qui sont cités, dont on entend toujours, l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar, l'Oman et Bahreïn, résultat, ça a un impact extrêmement important. Et évidemment, lorsqu'on revient sur ce que nous sommes en train de vivre, c'est un cirque. Oui, Nathalie, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ça, mais au-delà des questions humaines d'une guerre ou d'une pas de guerre, de tout va bien à je vais détruire votre pays entièrement, c'est un appel au génocide et à commettre un crime de guerre, c'est très clairement, on voit le côté sérieux de la situation pour
la totalité du monde. Et c'est là que, évidemment, ici, on est en terrain conquis. Ça fait des années que je vous dis que tout ce que touche Trump meurt. Donc, on est vraiment dans ça. Mais on se rend compte qu'à un moment, bon, les excès, les boulettes, si vous voulez, de Trump, ça touchait les États-Unis. Donc, vous aviez un océan qui vous protégeait de ça. Donc, on était là pour vous raconter, pour dire attention, parce que les mêmes trucs, un jour, ça va arriver chez vous. Et donc là, on voit que le problème, c'est qu'il a décidé d'importer la marque Trump, d'une certaine manière, sa marque de fabrique, tout ce que touche Trump meurt, sur la scène internationale. Et on en voit les conséquences dans cette situation complètement folle. Et donc, on a un président qui est complètement chaotique. Et petite parenthèse sur ces crimes de guerre, c'est que, évidemment, la communication complètement chaotique, cette panique de la Maison-Blanche, qui est panique à différents niveaux. Vous allez voir comment il y a une panique réelle chez Donald Trump qui se rend compte qu'il s'est mis dans une situation qu'il ne peut pas gagner, soyons clairs, qu'au-delà de ça, c'est une panique de son entourage qui ne sait plus quoi dire et quoi faire. L'exemple ce matin, on en parlait tout à l'heure, c'est l'ambassadeur américain à l'ONU. L'ambassadeur américain à l'ONU, c'est qui ? C'est Mike Waltz. Mike Waltz, c'est lui qui avait créé, déjà, vous voyez le niveau de compétition, c'est lui qui avait créé ce chat Signal avec tous les officiels et c'est lui qui avait surtout invité le rédacteur en chef des Atlantic de venir assister aux discussions de l'administration Trump. Et donc, comme on était au début on était au début du mandat Trump, il ne voulait surtout pas le virer pour dire « j'ai pas fait un échec ». Donc, il l'avait muté à l'ONU en disant « là-bas, il fera rien, on va le mettre en charge des escalators ». Bon, ça s'est pas forcément très très bien passé. Et donc, ce matin, il est invité dans une émission. Et c'est l'exemple de Waltz que je vais vous prendre. J'aurais pu le prendre pour ce matin pour tous les représentants de Trump qui vont à la bataille le matin au charbon. Quand ils doivent recevoir la veille en disant bah voilà, ton nom a été tiré au hasard, c'est à toi d'aller. Ça doit être l'angoisse parce qu'ils y vont en se disant bah voilà, c'est simple, j'ai des éléments de langage, je vais défendre Trump sur ci et sur ça. Mais le problème, c'est que le temps où ils arrivent, ou même lorsqu'ils sont en plateau, Trump est au téléphone et va dire le contraire. Et donc là, on va voir que c'est encore une fois, comment il s'appelle, le journaliste d'ABC ? John Carl sur ABC. C'est John Carl qui lui pose la question en lui disant mais est-ce que c'est acceptable que Donald Trump mette en avant des crimes de guerre ? Et évidemment, le pro-MAGA à la Waltz, à la réponse. Non, mais c'est pas ça, ce sont vraiment des objectifs militaires. Et là, Carl dit non, je viens de lui parler à l'instant et il est très clair. Il dit que c'est tout le monde, il veut tout faire péter. Vas-y, Thomas. An important clarification. I just got off the phone. All options are on the table. We could take that infrastructure out relatively easily. The Iranian air defenses have been absolutely decimated. And just to get ahead of a lot of the critics and hand-wringing, throwing out irresponsible terms like war crimes, attacking, destroying infrastructure that has clearly and historically been used for dual military purposes is not a war crime. I mean, we've heard that from Democratic lawmakers. We've heard that from others, and it is irresponsible and just flat wrong. But Mr. Ambassador, let me be clear. The president today said that he would knock out every single power plant and every single bridge in Iran. He's not just talking about those that are supporting the military infrastructure. He is saying every bridge and every power plant in the country. That wouldn't be a war crime? That would be an escalatory ladder. And if you go back in the history of warfare, go all the way back to World War II, of course, we bombed and took down bridges, other infrastructure, power plants that, yes, could be used for civilian, but also are used to manufacture drones and missiles. And the Iranian regime in particular. Voilà, donc
Imaginez cette espèce de panique. On va sur un plateau, on le défend haut et fort en disant non, c'est dual use, c'est utilisé historiquement, c'est uniquement militaire. Non, mais attendez, monsieur Pascovitch. La réalité, c'est que aujourd'hui, Donald Trump, je viens de lui parler et comme même moi, j'avais du mal à y croire. C'est ce que raconte Jonathan Karl. Je lui ai vraiment dit. Et est-ce qu'on parle vraiment de tous les ponts, de toutes les routes, de toutes les centrales? Et Donald Trump a dit oui, c'est exactement ça. Donc on voit cette situation qui est évidemment là on la traite de manière amusante, mais qui est extrêmement inquiétante et qui correspond parfaitement à ce que hier Idiocratie. Hier, Robert Pape a écrit sur son Substack Escalation Trap et vous allez voir, on va lire ces mots, d'accord, et on va garder en tête ce qui est en train de se passer au moment où je vous parle, qui est un événement en termes d'escalade. D'ailleurs, c'est assez intéressant que au lieu d'utiliser le terme de crime de guerre, on a déjà ce terme de dire non, c'est escalation ladder. Donc c'est l'échelle de l'escalade. Ok, intéressant. On va voir si celui-là elle va coller parce que. Non, mais tu sais. Peu compliqué comme terme. Non, mais c'est un terme, tu sais quand il a été la première fois utilisé? Bush? Escalation ladder? Non, pendant la guerre du Vietnam. Ah, ok. Donc, mais c'est bien. On est retourné à cette référence à des très période bons en nous moments. expliquant. Mais c'était pareil du côté français au moment de la guerre d'Algérie, en expliquant qu'il n'y avait pas vraiment de guerre en Algérie, que c'était une opération de maintien de l'ordre, etc. On fait pas tomber des bombes sur leur tête, c'est du Agent Orange. C'est ça le prochain. Non, mais vraiment, c'est exactement ça. C'est de dire non, mais c'est pas des crimes de guerre. On n'est pas en train de commettre des crimes de guerre. C'est une escalation. On escalade, on est en train de monter la petite échelle là, et on l'escalade. Et donc c'est exactement depuis des semaines. Et oui, c'est une situation catastrophique. C'est exactement ce que prévient Robert Pape. Et donc, il explique que pourquoi aujourd'hui, après les annonces de vendredi, pourquoi le lendemain, on est revenu dans cette espèce d'escalade. Et il dit non, c'est pas une histoire que simplement de mauvaise communication, etc., ou d'efforts diplomatiques fragiles. C'est parce que on est dans un conflit où personne ne veut et ne peut céder. Et c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que des personnes comme Joe Kent, qui a démissionné il y a quelques jours, qui était le numéro 2 de Tulsi Gabbard, a fait un tweet en expliquant que la seule option qu'il existe aujourd'hui pour Donald Trump, parce qu'on est dans cette situation où ni les Iraniens ne peuvent et ne veulent céder, ni les Américains ne peuvent et ne veulent céder, la seule chose, c'est de partir et de dire c'est terminé, vous débrouillez. Évidemment, c'est complètement irréalisable parce que on est dans une économie globale et au-delà des impacts sur l'économie américaine, qui très certainement va pouvoir absorber difficilement, mais va pouvoir absorber ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va vers un dérèglement complet de l'économie globale. Et les États-Unis ne peuvent pas se permettre ça. Pourquoi ? Parce que vous êtes des clients des Américains. Donc le problème, c'est que si nos clients ici, donc les pays asiatiques et les pays européens n'ont plus les moyens d'acheter les produits, il va y avoir un autre impact. Terrible pour les États-Unis. Mais donc, dans la réalité, on est là. Et premier exemple, de se dire, on est dans cette situation où sur la question nucléaire, du côté de l'Iran, il ne peut pas y avoir d'accord. C'est soit on est une puissance nucléaire, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas de milieu là-dedans. Et de toute façon, du côté américain, on ne veut pas du milieu. C'est ce que dit Trump. Il dit non, il ne faut pas qu'ils aient l'arme nucléaire. Point à la ligne. Et donc, il faut qu'un des deux pays cède sur ce point-là. Et personne ne veut céder sur ce point-là. Donc, à partir de là,
ça rend les choses escalader. extrêmement compliquées. Et du côté des Iraniens, on se dit que non seulement si on cède sur ce point-là, ben, ça veut dire qu'on a perdu face aux Américains, donc on n'a plus de légitimité à garder le pouvoir en Iran, donc ça va nous affaiblir. Et deux, face au futur, à des menaces futures, on se retrouve dans une situation de faiblesse absolue. Donc on ne veut pas. Donc deuxième point, qui sont vraiment ces deux points d'achoppement, c'est évidemment le contrôle de Hormuz. C'est pareil, il y a deux options. Soit c'est complètement ouvert, comme ça a été pendant des années, ou soit c'est gouverné par l'Iran. Et c'est pour ça que Trump, à un moment, a essayé de dire, ben voilà, on va faire un deal où on va faire les péages et ça va être les États-Unis et l'Iran qui vont gérer ça, parce que dans la réalité, il a compris que les Iraniens, la grosse découverte de ce conflit-là, si on voit l'arme nucléaire comme une arme de déterrence, c'est-à-dire c'est une arme pour protéger, pas de manière offensive, mais défensive, en disant, voilà, si vous venez nous mettre en danger, on peut utiliser l'arme nucléaire, bah, d'un coup, les Iraniens en ont découvert une deuxième, qui est le détroit d'Ormuz, qui est de dire, OK, si vous venez nous agresser, bah, nous, on va bloquer Hormuz, et à partir de là, c'est la fin de vos économies mondiales. Donc, évidemment, on est dans un niveau de pouvoir et personne veut céder sur ce point-là. Donc, résultat, Compliqué. quand on ne cède pas, il y a, lorsque vous avez deux pays qui se disent que la pire des choses, c'est de perdre, c'est pas le combat. On préfère avoir des victimes que d'arrêter. Exactement. Résultat, il y a une préférence pour l'escalade. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre en ce moment avec cette annonce de Donald Trump que la US Navy a tiré sur un cargo iranien et en a désormais pris le contraire. Donc on est vraiment dans cette phase d'escalade. On va continuer à avancer. Article très intéressant de Robert Pape qui dit, ben voilà, et ce que nous sommes en train de vivre depuis 7 semaines, avec on monte, dépose, là on remonte, dépose, remonter, une espèce de montée en escalier, c'est la manière dont on escalade cette échelle citée par Walls. Et je trouve que c'est super troublant qu'aujourd'hui, il utilise ce terme, même si c'est pour se défendre face aux accusations de crimes contre... Ils savent, même s'il ne veut pas en parler, c'est qu'il sait que voilà, c'est ça ce qui va se passer, c'est qu'ils vont continuer à monter l'échelle, les deux pays, parce qu'il y a cet entendu-là. Ouais, et puis une échelle, ça se redescend pas rapidement. C'est ce qu'il explique, c'est qu'à chaque fois qu'on monte sur d'un nouveau cran, le point de départ est différent. Le point de départ, il est de plus en plus loin et il faut redescendre tous les niveaux. Et en plus, ce qui est inquiétant, c'est que n'oublions pas, nous, maintenant, on part de cette guerre comme si c'était normal. On est toujours dans cette guerre illégale où certaines figures républicaines continuent à nier le fait que nous sommes dans une guerre, mais on n'arrête pas de nous sortir des citations de l'époque Bush avant la guerre dans le Moyen-Orient. On n'arrête pas de nous parler du Vietnam ou de la Seconde Guerre mondiale. C'est que des références de guerre, des conflits énormes, quand on est là dans un truc en disant « Non, la guerre est terminée, mais il n'y avait jamais eu de guerre ». Non, je sais. Mais en tout cas, oui, donc avantage Iran, c'est une question de Hormuz. Et où on voit que du côté de Donald Trump, on est en train de regarder vers l'Iran, il y a deux signes. Un, cette nouvelle qui était partagée par le Wall Street Journal. Et pourquoi je vous demande de vraiment la garder en tête, de monter à bord. Vas-y Thomas. C'est parce que c'est le Wall Street Journal. Ce que je vais vous raconter dans quelques minutes sur ce qui est en train de se passer derrière les rideaux de la Maison-Blanche, ça vient aussi de Wall Street Journal. Mais vous voyez, ça c'était hier, le 18 avril, où le Wall Street Journal nous expliquait, c'était une exclusivité encore une fois, ils font un énorme travail d'enquête,
il nous expliquait que l'armée américaine se préparait à prendre d'assaut les cargos qui étaient liés à l'Iran. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui. Donc ça, c'était annoncé hier par le Wall Street Journal. Ça s'est passé aujourd'hui. Et autre signe de cette escalade, donc évidemment, du côté de Donald Trump, on va essayer peut-être de changer tout ça demain matin, parce que ouverture des marchés, mais c'est ce tweet, il y a quelques heures, posté par Lindsey Graham. Lindsey Graham, avec Netanyahou et avec Netanyahou et avec Mark Levin de Fox News, ce sont ceux qui ont été, c'est prouvé, les plus influents sur Donald Trump pour débuter cette opération. Et regardez ce que Lindsey Graham publiait avant ce qui s'est passé aujourd'hui. Avant l'annonce de Trump quand on venait de saisir un cargo iranien après avoir tiré dessus, en disant « Monsieur le Président, prenez le contrôle de Hormuz », donc ça veut dire contrôle militaire, et gardez le blocus en place, et du coup, vous aurez vraiment les cartes en main. Et ça, c'est une expression qui est tellement importante du côté de Donald Trump. Et lorsque vous avez donc Lindsey Graham qui propose ouvertement sur X le fait que Trump lance une opération militaire pour contrôler Hormuz, vous pouvez être certain que c'est des discussions qu'il a eues avec lui bien avant et de manière plus importante. Exactement. Toujours intéressant de voir ce que les gens autour de Trump, où on sait ils ont l'oreille de Trump, c'est intéressant de voir que il y a ça, et après il y a une conséquence, comme on l'a vu plusieurs fois d'ailleurs. Ouais, l'oreille, et même des fois on voit de tester des éléments de langage ou même des idées, comme quand on parlait énormément d'envoyer des troupes, donc avoir ces boots on the ground, et qu'on a vu qu'il y a eu une mauvaise réaction quand on a commencé à parler de ça sur Fox News et sur d'autres réseaux. Et donc Trump n'a jamais fait le dernier pas pour dire on envoie les troupes, même si lui aussi, il avait commencé à partir dans cette direction. Ouais, exactement. Et donc, évidemment, au-delà de ce rythme, cette chronologie, j'espère que vous avez pu tenter d'y voir plus clair. Et je vais juste vous partager, pour conclure cette partie chronologie, ce rappel que vendredi, donc Donald Trump expliquait que tout était terminé. Il y a ce tweet où il dit, voilà, tout le commerce, je pense que peut-être je ne l'ai pas mis, mais que le commerce peut reprendre maintenant, désormais, etc., etc. Et donc, quand on reprend ça, quelques heures après, cet enregistrement, on est, je pense, le lendemain, ce message d'un navire indien qui est obligé de faire marche arrière parce qu'on est en train de lui tirer dessus. Donc, c'est l'enregistrement de cette conversation où je ne sais pas si c'est le capitaine ou le second qui est en train de parler au bateau iranien qui est en train de lui tirer dessus en lui disant c'est bon, on pensait qu'on pouvait, on ne peut pas, on retourne en arrière. Vas-y Thomas. Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. Donc voilà, on va faire une petite pause et justement, on va se demander, et on va vous donner une partie de la réponse. Et cette réponse, pour le coup, quand j'ai utilisé le terme de peur et de panique comme titre de cette édition spéciale, elle nous concerne aussi parce qu'on va aller justement dans les coulisses de la Maison-Blanche, de ces décisions de Donald Trump, pour vous raconter vraiment ce qui s'y passe. Et vous allez voir, c'est effrayant pour tout le monde, pour Trump. C'est la première des révélations, c'est que Trump est effrayé de ce qui est en train de se passer. Mais au-delà de ça, c'est vraiment extrêmement inquiétant. À tout de suite.